Je veux tout simplement que cet endroit redevienne ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire un endroit où tous les pèlerins, toute personne qui veut se rendre, parce que c'est un patrimoine juif de plus de 2000 ans, on apprend énormément sur l'époque du Second Temple. Toute personne qui veut retourner sur place, eh bien qu'elle puisse y accéder. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire incroyable du tombeau des rois, comme on l'appelle. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Chaim Berkovitz, qui a consacré 20 ans de sa vie, une enquête rocambolesque, vraiment révélant le secret du tombeau des rois qui se trouve à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tombeau ? On va en parler tout de suite. Son livre s'appelle « Spoliation française à Jérusalem », publié aux éditions Baudelaire. Chaim Berkovitz, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis émue de vous recevoir parce que j'ai lu votre premier roman qui pour le coup n'était pas un ouvrage historique, un peu inspiré de l'histoire évidemment, mais un roman. Mais là, vous revenez sur l'enquête, sur cette histoire invraisemblable, mais vraiment. Voilà, on se demande comment vous n'avez pas cessé de chercher la vérité sur cette histoire. Ben, tout à fait. Écoutez, je pense qu'on peut s'imaginer quelque chose et les auditeurs vont comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Imaginez, vous êtes française, vous êtes à Paris, vous appelez peut-être Martine Rougemont, par exemple, et vous décidez un jour d'aller voir un patrimoine français qui se situe dans les beaux quartiers, peut-être au Trocadéro, et lorsque vous arrivez devant, vous voyez marqué en hébreu « Kivrei Ablachim », tombeau des rois, mais en hébreu, Medinat Israël. Et puis, vous voyez le drapeau d'Israël et vous vous dites... et on vous dit tout simplement... il y avait des sarcophages et des ossements, mais ils se trouvent aujourd'hui au musée d'Israël. Bon, alors, on ne va pas embrouiller les gens parce que certains ne connaissent pas cette histoire. Donc, c'est l'histoire, en fait, du tombeau de la reine Hélène d'Abiadène avec deux autres personnages très connus juifs, évidemment. Donc, c'est l'histoire d'un cimetière juif, exclusivement juif, millénaire, on peut le dire, qui date depuis 2000 ans, voilà. Depuis l'époque du Second Temple, la fin du Second Temple. Voilà, et par une histoire invraisemblable d'un archéologue, voilà, un archéologue connu, Félicien Joseph de Saulcy, qui a eu, qui a fait une hypothèse de recherche un peu farfelue, une hypothèse de recherche, et finalement, il voulait tellement avoir raison qu'il en a fait un mensonge historique. Ce n'était pas la vérité, mais il a dit oui, c'est le tombeau des rois, c'est le tombeau du roi David et du roi Salomon. Il a dit tout simplement c'était le tombeau du roi David et du roi Salomon. Attention, il est revenu sur ce qu'il a dit et il a continué les fouilles. Alors, il est revenu sur ce qu'il a dit, mais en fait, personne n'en a vraiment... Personne n'a changé le nom, et c'est resté l'histoire, elle est restée un tel. On est sur le tombeau des rois, un domaine français en plein milieu de Jérusalem. Alors, pourquoi c'est une spoliation ? Pourquoi c'est un scandale ? Écoutez, l'histoire date de 1864, dans les années 1864 à 1880. Une femme de la communauté, pour qu'il n'y ait plus de spoliation, pour qu'il n'y ait plus de profanation dans ce cimetière antique, elle décide de le racheter. C'est une femme, on est sous l'Empire ottoman, elle l'achète par l'aide du consul de France de l'époque, Salvatore Patrimonio. Le bien n'est pas marqué à son nom. Tout commence de là. Donc en fait, c'est une femme juive, évidemment. Berthe Amélie Bertrand, de la famille Lévy. Okay. De la famille aussi, sa mère c'est Noémie Rodriguez Enriquez, de la famille Pereira, boulevard Pereira à Paris. Les banquiers Pereira. Okay. Émile et Isaac. Ok. Donc, alors, l'histoire, c'est que à l'origine, c'est un tombeau juif, le tombeau de la reine Hélène. Tout à fait. Voilà. Une reine qui s'est convertie au judaïsme. Il y a aussi deux autres personnes, entre autres. C'est un tombeau où il y a 48 tombes. Mais deux autres personnes y sont enterrées. Attention, on parle de grands philanthropes de l'époque, Nagdimon Ben Gurion et Kalba Savoie. Le fameux Kalba Savoie. Incroyable. Et il faut comprendre que pendant 2000 ans... Donc c'est leur tombeau. C'est leur tombeau. C'est clair, c'est prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair, la massorette, la tradition juive nous montre que les Juifs ont prié là-bas pendant plus de 2000 ans. Vous savez, Nagdimon Ben Gurion a apporté la pluie à Jérusalem. La pluie, c'est Geshem. Geshem, ça vient du mot gashmiut, matérialisme. Chaque fois qu'il y a eu un problème, chaque fois que quelqu'un avait besoin d'un peu d'argent, on priait là-bas. Vous savez depuis combien de temps on prie au Kotel ? 300 ans. Là-bas, on prie depuis 2000 ans. Ça montre l'importance de l'endroit. Mais pas que la prière.
toute personne qui visite Israël pendant 2000 ans, Chateaubriand pour en citer juste un seul, ou alors Herzl, eh bien, ils vont visiter le tombeau des rois. Ouais, c'est assez incroyable. Donc, après le passage de cet archéologue qui a fouillé, qui a mis à sac le tombeau, qui a essayé d'ouvrir le tombeau, et en l'ouvrant, il a détruit beaucoup de preuves. Le squelette est parti en poussière. Une partie du squelette est partie en poussière, une autre partie est partie en cachette via le port de Yafo, est partie à Marseille, de Marseille jusqu'à la caverne d'Ali Baba au musée du Louvre, avec les sarcophages. Alors, ce qui est génial dans votre livre, c'est que vraiment, on vous suit, on n'est pas à pas avec vous. Vous menez l'enquête en Israël, à Paris, vous allez dans les archives à Nantes. On est fasciné par vos rencontres qui vous alimentent et qui vous disent, mais oui, et qui vous guident sur la voie de la vérité, en fait. Tout à fait. Je pense que j'ai été guidé. Akadosh Baruch Hu m'a aidé dans cette histoire. Et d'un chemin à l'autre, je me suis retrouvé à Paris, à Nantes, comme vous l'avez dit, à Istanbul, au Cadastre, parce qu'on était sous l'Empire ottoman. Et c'est ainsi que j'ai récupéré toutes les preuves qui montrent que ce tombeau a été racheté par cette femme et qu'il appartient à la communauté juive. Alors, pourquoi aujourd'hui cet endroit est propriété de la République française ? Alors, il faut comprendre que la République française, c'est aussi le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. C'est eux qui gèrent ce genre de domaine. Il y a plusieurs domaines en Israël, notamment aussi à Jérusalem, qui leur appartiennent. Et la France veut rester souveraine de ces domaines à Jérusalem. Si vous allez dans tous les sites de diplomatie.com, les sites de l'ambassade, les sites du consulat, jamais on ne vous parlera, je ne parle même pas de Jérusalem, mais jamais on ne vous parlera de l'État d'Israël. On vous parlera de la Terre Sainte. On est encore sous l'influence des croisés. Oui, c'était il y a très longtemps, mais aujourd'hui encore, le consulat est sous l'influence des croisés. Or, on ne veut pas reconnaître le fait que les Juifs sont revenus ici. Si on fouille la terre, si vous regardez par exemple, excusez-moi, sur le site du consulat, on ne vous parle pas que c'est une tombe juive. On vous insinue des choses. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, la France a du mal à reconnaître que les Juifs étaient là depuis plus de 2000 ans et qu'ils reviennent sur leur terre. Alors, sans rentrer dans toute cette histoire-là, mais juste en se focalisant sur l'endroit, parce que c'est quand même assez incroyable, comment, en fait, l'État français s'est rangé à l'hypothèse de cet archéologue. C'est ça, et c'est une vérité qui est un mensonge, entre guillemets. Il s'est trompé, en gros, et puis il a continué à dire que oui, il avait raison. Tout à fait. Et tout le monde s'est rangé derrière lui. Tout le monde s'est rangé derrière lui. Il faut savoir qu'il n'était pas seul. Il était accompagné du consul de France de l'époque, et c'est ainsi qu'il a travaillé. Et puis ensuite, c'était une aubaine pour la France d'avoir le drapeau tricolore qui flotte en plein milieu de Jérusalem. Eh bien, ils sont partis de la sorte. Il faut comprendre que pour les Juifs de Jérusalem, lorsque cette Berthe a racheté le tombeau, c'était une délivrance. En quelle époque ? En 1973. Ok. À peu près il y a 150 ans. Lorsqu'elle rachète ce tombeau, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et soudain, dès le lendemain, il faut payer un droit d'entrée. Et moi, je vous pose une question. Vous connaissez un cimetière où on paye un droit d'entrée ? Vous connaissez une synagogue où lorsque l'on veut prier, on doit payer, même si c'est une somme minime, le droit d'entrée ? Une mosquée ? Une église ? Non. Mais pourtant, au tombeau des rois, on doit payer. Alors, notre but, il était très simple. On a essayé de négocier. On a essayé de parlementer. Quand vous dites on, ça veut dire qui ? C'est 3-4 personnes, tout simplement, qui sont sur le dossier. Avec moi, l'homme de Jérusalem. Vous allez le découvrir en lisant le livre. Je ne peux pas donner son nom pour des raisons, parce qu'il travaille encore sur plusieurs sujets dans Jérusalem, notamment dans un quartier qui s'appelle Shimon HaTzadik, connu par la presse sous le nom de Tcher Jarrah. Mais lorsque nous avons essayé, tout simplement, de parlementer avec le consulat, on nous a freinés, on nous a empêchés de permettre aux gens de pouvoir prier sur place. Vous savez qu'il était fermé pendant plus d'une dizaine d'années sous prétexte qu'il était en travaux. Les travaux ont été effectués, certes, mais pendant 3 mois, tout simplement. Par contre, c'est un lieu un peu sulfureux, du coup, puisqu'on comprend que les gens ne sont pas d'accord, que les vérités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, il y a une vérité qu'il faut comprendre. Lorsque vous sortez un sarcophage, et sur leur sarcophage, vous avez une écriture en hébreu,
En hébreu, je Expliquant me avec demande... le nom de la reine. Exactement, je me demande ce qu'il vous faut de plus. Lorsque vous arrivez au sarcophage, lorsque vous arrivez au tombeau des rois, et que d'abord vous passez par 2 mikvés, 2 bains rituels de l'époque, les plus grands qu'on a trouvés au Moyen-Orient, je me demande encore ce qu'il vous faut. Lorsque les marches, eh bien tout simplement, sont les mêmes que Shari Hulda à l'entrée du Beth Amikdash, jadis où les Juifs montaient au mont du Temple, ce sont exactement les mêmes marches, une grande, une petite, pour y aller doucement. Je me demande ce qu'il faut encore comme preuve. Mais je pourrais continuer pendant très longtemps. Il faut juste expliquer à ceux qui nous écoutent, moi j'espère que vous lirez le livre, parce qu'il y a des tas de détails historiques, il y a des documents, enfin vraiment c'est très très fouillé ce que vous avez écrit. Quand cette femme, Bertrand Lévy, achète le tombeau, on pense que c'est terminé, sauf qu'il y a on va dire un rebondissement, que un de ses cousins, 10 ans plus tard, essaye de... Henri Pereire, voilà. son cousin. Voilà. De la famille d'Isaac et d'Émile, tout simplement. Tout simplement, il s'aperçoit que le tombeau n'est pas inscrit au nom de Berthe. En réalité, le tombeau appartient déjà au Ekdesh. Le Ekdesh, c'est tous les monuments qui appartiennent à la religion juive. Oui, parce qu'elle l'a acheté pas pour elle, elle l'a acheté pour en faire don à la communauté. Elle a fait venir un notaire, elle a fait venir le grand Haman Lazarizidor de l'époque, le grand Haman de France, et elle a dit, je le donne parce que j'appartiens par mon père et par ma mère à des familles israélites, et j'en fais cadeau pour la religion juive, tout simplement. Et lorsque Henri s'aperçoit que le tombeau n'a pas été mis, il est au nom de Salvatore Patrimonio, au nom du consul de France, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il se dit, alors c'est pas elle. Il faut faire quelque chose. C'est à la France. On est avant l'affaire Dreyfus. On est français avant d'être juif. Je dirais même pas juif, israélite. Et donc on pense que la France va pouvoir nous garder le tombeau. Et c'est peut-être pour ça que Henri pense le donner à la France. Attention, l'acte d'Henri n'est pas signé. Mais combien même il aurait été signé, il n'a pas le droit. Et deuxièmement, il le fait et il l'écrit, à condition que la France permette le culte sur l'endroit. C'est comme s'il avait trouvé le document intermédiaire avant la donation de Berthe, sa cousine. Exactement. C'est ça, c'est un peu ça l'histoire. Exactement. Il a trouvé le document intermédiaire et cette vérité, entre guillemets, historique que la France a fait sienne est basée sur ce document intermédiaire qui n'est pas final et qui n'est pas le vrai document. Qui n'est pas final. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en procédure. Ah mais ça, c'est nous sommes en procédure. Important de le dire. J'étais au tribunal jeudi. C'est vous qui avez attaqué la France ? Tout à fait. Je l'ai attaqué, je représente le Ekdesh. Donc j'ai attaqué la France. J'attaque. On dit le mot attaquer. Je veux tout simplement sortir la vérité. Je veux tout simplement que cet endroit redevienne ce qu'il a toujours été. C'est-à-dire un endroit où tous les pèlerins, toute personne qui veut se rendre, parce que c'est un patrimoine juif de plus de 2000 ans, on apprend énormément sur l'époque du Second Temple. Toute personne qui veut retourner sur place, eh bien qu'elle puisse y accéder. Et toute personne, je finis, excusez-moi. Oui, et toute personne qui veut y prier, qu'elle puisse y prier, comme ça a été le cas depuis 2000 ans. Vous savez qu'on a retrouvé dans des écrits que les Juifs faisaient sur place l'aumône de la mangeaille. C'est quoi l'aumône de la mangeaille ? C'est une fête par rapport à cette reine qui avait donné à manger à tout Jérusalem. Vous êtes passionné. Ah, je suis complètement passionné. Je me suis pris d'amour pour cette reine Hélène d'Adiabène qui a tout quitté. Elle quitte la gloire. Elle est reine à Hadaï, à Badiabène, c'est Moussoul aujourd'hui, pour venir à Jérusalem. Elle vient à Jérusalem, elle fait des cadeaux au temple, elle fait des cadeaux au peuple. Certains disent même que c'est elle qui a donné l'argent pour acheter toutes les armes qui par la suite vont servir pour la grande révolte contre Rome en 70. Alors, ce tombeau, Chaim, qui date du Second Temple, vous l'avez dit, on apprend, j'imagine, des choses sur notre histoire, sur la façon dont les Juifs étaient enterrés à l'époque, peut-être. Tout à fait. On apprend qu'on n'enterrait pas dans un linceul comme on enterre aujourd'hui. Vous savez que les sages nous ont demandé, après les morts de Bar Korba en 135, d'arrêter d'enterrer comme on enterrait à l'époque. Et comment on enterrait à l'époque ? Allez au tombeau des rois. Au tombeau des rois, vous allez voir, vous avez une sorte de lit de pierre où on plaçait le défunt, on attendait 1 an, on fermait la porte. Alors au tombeau des rois, c'est magnifique. La porte de la grotte, c'est tout simplement une pierre ongulaire grâce à un système hydraulique qui s'ouvrait, qui se fermait. D'ailleurs, Pausanias, un géographe en l'an 200, il dit que le système marche toujours. Eh bien, on réouvrait la porte au bout d'1 an. On allait voir, on récupérait les ossements, on les mettait dans un sarcophage. Donc on les laissait à l'air sur la pierre. Tout à fait, mais on est dans une grotte. Oui, bien sûr. Bien sûr, on laissait le défunt à l'air, tout ce qui est liquide, etc. partait, on récupérait les ossements et on les mettait dans un sarcophage.
Et on fermait ce sarcophage. Et puis tout le monde était enterré comme ça à l'époque ? Alors pas tout le monde. C'est juste tous ceux notables, qui étaient tous les notables, les rois, les reines, les princes, les rabbins, les sages, toute personne importante et toute personne qui avait un petit peu d'argent se faisait enterrer de la sorte. Et les autres, ils étaient enterrés comme nous aujourd'hui ? Et les autres étaient enterrés comme nous aujourd'hui, sur le chemin. D'accord, ok. Comment a été pris la sortie du livre, bien qu'il vient de sortir? Donc vous avez surtout eu l'écho de la communauté, mais dans la presse nationale. Alors écoutez, dans la presse, dans les ambassades françaises. Exactement. Je vais vous dire, j'ai moi-même envoyé le livre à des journalistes ainsi qu'au consul de France pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Ils savaient très bien que nous allions écrire sur le sujet. J'ai pas encore de retour, mais ça va venir sous peu, puisque le livre vient de sortir. Il est aujourd'hui, je l'ai vu à la Fnac, je l'ai vu un petit peu partout. Il est disponible sur Amazon, sur tous les sites. C'est trop tôt pour vous dire de quelle façon il va être accueilli. Bon, alors maintenant que vous avez le procès, vous attendez, j'imagine, les résultats. Vous attendez le verdict. C'est pour bientôt ? Alors le verdict, c'est pour le 14. C'est le 14 avril, la veille de Pessah. Nous allons savoir à qui appartient le tombeau. Mais je vais vous dire. La justice française doit se prononcer. Voilà, c'est le premier procès. La justice française doit se prononcer sur le propriétaire du tombeau officiel. Sur la propriété du tombeau. Attention, on est dans une histoire juridique depuis plus de 4 ans. Le Covid, malheureusement, nous a fait perdre du temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave, nous sommes là. Nous allons savoir, selon la justice française, à qui appartient le tombeau. Mais je vais vous dire, pour nous, on sait déjà à qui appartient le tombeau. Et notre avocat est très confiant, c'est Gilles-William Goldadel, il est connu. Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, vous savez, Chaim, lorsque j'allais à l'époque en procès, je savais si je gagne ou si je perds. Aujourd'hui, malheureusement, avec la justice telle qu'elle est, on n'est pas sûr de savoir si on gagne ou si on va perdre. On a tous les éléments. La France n'a pas réussi à prouver que l'endroit lui appartient. Elle n'aurait pas pu réussir. Les documents ne sont pas signés. Le seul document qu'elle a n'est pas signé et n'a aucune valeur juridique. Par contre, nous, on a des documents. Nous avons même retrouvé un nouveau document, il n'y a pas longtemps, qui prouve que c'est bien Berthe qui a mis l'argent pour acheter le tombeau des rois. C'est impressionnant. Bon, alors, au-delà de tout ça, moi, ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est vraiment de vous suivre dans ces passages parisiens, lorsque vous rencontrez cette espèce de, je ne sais pas comment on peut l'appeler, libraire antiquaire, bref, vous savez, une personnalité haute et en couleur, et qui vous distille des informations qui se passionnent sur les mêmes sujets que vous. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Écoutez, il y a des petites rues, il y a des petites impasses à Paris, dans le 9e. Passages magnifiques. Exactement. Et là-bas, on peut retrouver des vieux magasins avec des vieux bouquins, et sur place, c'est là-bas que j'ai trouvé. J'ai trouvé un personnage qui était fantastique. Incroyable. J'en parle dans le bouquin, mis à part le café que nous buvions ensemble de temps en temps. Je retourne d'ailleurs le voir. Il m'a apporté énormément. Il a cherché, il s'est pris de passion pour l'histoire, pour les recherches que je faisais, et il m'a aidé. Il vous a aidé. Alors bon, il y a beaucoup de passages très intéressants. Il y a surtout un passage au Louvre. Vous êtes au Louvre et on vous ment effrontément, quoi, apparemment. Tout à fait. Et là, vous êtes scotché, quoi. Ah, je suis scotché parce que je suis arrivé au Louvre. On m'a fait voyager. C'était à l'époque où on essayait d'arriver à un accord avec le consulat français. En 2011, on me fait voyager. On m'amène au Louvre. On ouvre devant moi les sarcophages avec des marbriers et on me dit, vous inquiétez pas, ils n'ont pas été ouverts depuis 150 ans. Il n'y a pas d'ossement. Il n'y a pas d'ossement au Louvre. Et c'est longtemps après que, grâce à une personne de la communauté, je retrouve un petit feuilleté qui a été écrit. Un feuillet. Pardon. Ouh là là. Un feuillet qui a été écrit par le conservateur en chef du Louvre. Et dedans, je trouve la preuve que tous les ossements se trouvent au Louvre. Et je le montre. À un autre endroit, dans les caves du Louvre. Et je le montre au Louvre. Et le Louvre me dit, nous allons voir, nous allons vérifier. J'attends la réponse, ça fait déjà plus de 2 ans. Ouais, on comprend que c'est une histoire qui touche à tout, quoi, à la politique, à Israël, à la France, à nos rapports. Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a tout un côté. Vous savez, beaucoup de choses. Vous savez, dans l'histoire du tombeau des rois, dans l'histoire de cette spoliation française à Jérusalem, il y a de l'antisémitisme, il y a du judaïsme, il y a les rapports, surtout les rapports entre la France, les relations entre la France et Israël à travers 150 ans d'histoire. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. Les raisons pour lesquelles la France veut garder ce domaine à tout prix à Jérusalem.
Ok, bon, alors en tout cas, en attendant le résultat du procès, à mon avis, ça va être long. Hein. C'est que la première étape. Alors, c'est pas la première étape, puisque nous étions au début au tribunal de grande instance de Paris. Ils ont joué sur des vices de procédure, etc. Nous sommes passés au tribunal administratif, puisqu'il s'agit de la France. Aujourd'hui, nous aurons le verdict, quoi qu'il arrive, le 14 avril. Mais je vais vous dire tout simplement, si nous gagnons, ils feront appel. Oui, voilà, et si vous perdez, vous ferez appel aussi, donc on n'en est pas. On n'est pas à la fin. On n'est pas au bout, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre très intéressant déjà sur vos motivations et surtout votre enquête. C'est très très renseigné. Il y a beaucoup de documents. Bravo pour le travail et voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura donné envie aux gens de vous lire et de découvrir cette histoire du tombeau de la reine Hélène d'Abiadène. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Chaim. Merci beaucoup. Et on se retrouve peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.